Aujourd'hui, j'aurais tendance à considérer, en mai 2021, que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Aujourd'hui, on ne connaît pas les solutions. Bonjour Bertrand Badier. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales en France. Et avec vous, on va essayer de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien. Alors, j'ai une série de questions que les gens se posent et je vais vous les poser aussi pour essayer de mieux comprendre ce conflit. Déjà, pourquoi Israël a-t-il été fondé au Moyen-Orient ? C'est une très très longue histoire et c'est l'histoire qui appartient à un imaginaire. L'imaginaire de la diaspora juive, c'était effectivement le temple de Jérusalem et la reconstruction de ce temple qui avait été détruit. Et donc, lorsque le monde juif a été persécuté en Europe, comme c'était le cas notamment au XIXe siècle, et bien sûr avec le génocide qui s'est produit à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, une pression très très forte s'est faite pour reconstruire le temple à Jérusalem et donc donner un foyer, comme on disait à l'époque, un foyer au peuple juif qui était en situation de diaspora depuis plusieurs siècles. Donc il y a en quelque sorte une convergence d'un imaginaire qui vient du fond des âges, en quelque sorte, mais aussi d'une situation de violence, d'intolérance, de rejet de la diaspora juive d'Europe, qui a été consacrée en même temps par l'œuvre d'un penseur du sionisme qui était Theodor Herzl, qui dit « mais face à l'antisémitisme dont nous sommes victimes, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller reconstruire le temple à Jérusalem et de construire un foyer là-bas », et les gouvernements européens qui, dans cet antisémitisme ambiant, cherchaient à faire partir les juifs non intégrés ou qu'on ne voulait pas intégrer dans les sociétés européennes, d'où la fameuse déclaration de Balfour en pleine Première Guerre mondiale, ce ministre anglais des Affaires étrangères qui demandait la création, qui prônait la création d'un foyer juif en Palestine, manière de faire partir cette diaspora dont une bonne partie des sociétés européennes ne voulaient pas, et une sorte de consensus, finalement, qui allait même jusqu'à l'extrême droite antisémite, et les nazis eux-mêmes, qui souhaitaient voir les Juifs quitter l'Europe et s'installer ailleurs, peu importait dans l'esprit de ces personnes si ça se faisait aux dépens de ceux qui y habitaient. Merci. Alors, une autre question, c'est quoi la différence entre le Fatah et le Hamas ? Il faut comprendre que lorsque l'État d'Israël a été créé en mai 1948, les Palestiniens se sont trouvés rejetés dans des zones qui avaient été conçues par les Nations Unies afin de les recevoir, qui correspondait à la zone de Gaza et à l'actuelle Cisjordanie, plus étendue, parce qu'avec la Première Guerre de 1948, l'État d'Israël a élargi ces territoires. Et donc, cette situation a immédiatement généré un nationalisme palestinien, c'est-à-dire un désir de ceux qui avaient été rejetés et qui se trouvaient soit mal à l'aise dans ces territoires que je décrivais il y a un instant, soit renvoyés au-delà, en Jordanie, voire en Irak ou dans le Golfe. Il fallait incarner cette résistance et dans un premier temps, cette résistance a été incarnée par des mouvements qui s'inspiraient du nationalisme arabe, au
titre desquels figuraient le Fatah et d'autres organisations qui se sont développées, qui étaient d'ailleurs souvent dirigées par des chrétiens palestiniens, comme Georges Habash, par exemple, très inspirés par les grandes théories nationalistes qui avaient cours à l'époque dans le monde arabe, et tout ceci a entretenu la résistance palestinienne jusqu'aux 2 dernières guerres, 1967 et 1973. En 1973, lorsque Israël a confirmé son occupation, puis ensuite l'a limité en libérant le Sinaï, des négociations ont commencé à s'amorcer de manière difficile par l'intermédiaire généralement des États arabes de la région, car il n'était pas question de négocier avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui incluait le Fatah, parce que l'OLP était considéré comme une organisation terroriste. Mais ce processus de négociation a été jugé beaucoup trop lent. Son identité, qui était une identité nationaliste, laïciste, socialisante, proche de ce qu'avait pu être le Baas ou le nasserisme, par exemple, ne correspondait plus à ce qu'on considérait être le contexte d'une époque où on voyait monter l'influence islamiste et la sensibilité religieuse, et du coup est né, et tout particulièrement dans le contexte extrêmement tendu et dur de Gaza, une organisation nouvelle qui s'inspirait davantage du mouvement des frères musulmans que du nationalisme, je dirais, nasséro-baassiste, qui commençait à devenir un peu passé de mode. Et cette nouvelle organisation a repris le flambeau à travers l'idée que l'OLP était trop accommodante, acceptait trop spontanément le statu quo, qu'il fallait donc relancer la lutte, et c'est ainsi que dans les années 80 est apparu ce mouvement Hamas qui est très lié au mouvement des frères musulmans qui parcourt la quasi-totalité du monde arabe, et qui a en quelque sorte repris le flambeau de manière d'autant plus forte que un certain nombre d'événements lui ont mis le pied à l'étrier. Premier événement, ça a été les accords d'Oslo, dans lesquels l'OLP était impliqué, mais que le Hamas a tout de suite dénoncé comme étant un piège, et du coup on a vu que cette radicalité du Hamas s'opposait désormais à cette perspective de coopération qui s'était ouverte à Oslo entre l'OLP, devenue autorité palestinienne, et l'État d'Israël. Donc ça a été un premier élément. Le deuxième élément, ça a été la révolution islamique en Iran, 1979, qui a fait souffler ce vent nouveau sur le Moyen-Orient et qui a marqué, bien entendu, le mouvement Hamas, qui lui a fait bénéficier de soutien, notamment de l'Iran, assez discret au départ, ce soutien est assez limité, mais surtout des pays proches des frères musulmans, on pense au Qatar, et dans un premier temps à l'Arabie Saoudite, qui était très proche du Hamas. Et ensuite, il y a eu l'épisode de l'évacuation de Gaza par Israël, nous sommes en 2005, et à ce moment-là, le Hamas a réussi à s'imposer à Gaza, dont il est devenu le gouvernement presque spontané, même si ça a été validé ensuite par des élections. Tout ceci a fait de ce mouvement une véritable institution dans la résistance palestinienne. Alors, l'une des questions que les gens se posent beaucoup aussi, c'est pourquoi les États-Unis sont les principaux alliés d'Israël. Historiquement, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que vous avez raison de dire c'est le traditionnel allié d'Israël, ça a toujours été le grand frère protecteur. C'est un peu plus compliqué que cela parce que les choses n'ont pas été aussi figées qu'on le croit.
dès la fin de la guerre, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, n'était pas tellement enchanté par l'idée de la création d'un État israélien dont il devinait les problèmes qu'il poserait, et il était à l'époque, notamment pour des raisons pétrolières, très lié au roi d'Arabie Saoudite qu'il avait rencontré le 14 février 1945 sur un bâtiment de guerre américain, le Quincy, et ils avaient établi une sorte de pacte entre eux, et l'un des éléments de ce pacte, c'était justement de contenir ce processus de construction d'Israël. Son successeur Truman, lui, était beaucoup plus favorable à Israël, parce qu'il avait un entourage qui était pro-israélien, et il a donc encouragé le vote de cette résolution des Nations Unies assurant le partage de la Palestine, la création de l'État d'Israël, et donc est devenu le premier parrain naturel de ce nouvel État. L'avènement juste après Truman d'un président républicain, Dwight Eisenhower, a à nouveau modifié les choses. Eisenhower était beaucoup moins proche d'Israël, et lors de la guerre de 1956, il a même, de conserve avec l'URSS, demandé à Israël, à la France et à la Grande-Bretagne, qui étaient co-belligérants, d'arrêter leur action militaire. Donc c'était du froid à l'époque. Et à la même époque, Staline d'abord et ses successeurs immédiats n'étaient pas anti-israéliens. Les choses vont se figer en 1967 avec la fameuse guerre des 6 jours, où là, nettement, le président des États-Unis de l'époque, Lyndon Johnson, soutenait Israël, tandis que Léonid Brejnev, à la tête de l'URSS, soutenait le camp arabe, c'est-à-dire autant les Palestiniens que les États arabes de la région. Alors pourquoi ce revirement, enfin c'est pas un revirement, mais pourquoi en tous les cas cette consolidation d'une alliance au départ un peu incertaine? Pour 3 raisons. La première, elle est de nature internationale, c'est-à-dire le pari que Israël représentait le monde occidental dans ce Moyen-Orient que d'aucuns jugeaient compliqué, que d'autres considéraient comme instable, fragile. Israël, c'était la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient. Donc ça a été un élément qui a joué. Le deuxième élément, c'est évidemment l'importance de la communauté juive aux États-Unis, qui, dans un premier temps, ce qui est beaucoup moins vrai maintenant, soutenait totalement et à fond la création de l'État d'Israël, l'aidait pécuniairement, mais l'aidait aussi de son soutien moral, et comme cela représentait un électorat important, surtout pour le Parti démocrate, les Juifs américains votant démocrates, eh bien les présidents démocrates étaient tous fortement alliés et soutiens d'Israël. Puis il y a une troisième raison, qui est plus culturelle, c'est-à-dire que vous savez que les États-Unis ont toujours eu une culture messianique. Ils ont été créés par des pèlerins, les fameux pèlerins du Mayflower, les puritains qui avaient quitté l'Europe au moment de la contre-réforme, et cette vision messianique donnait aux États-Unis le rôle de créer dans le monde la cité de Dieu restaurée. Et l'une des séquences de la reconstruction de cette cité de Dieu, c'était le retour du peuple juif à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que l'on croit, le premier soutien de la cause israélienne aux États-Unis, ce n'est pas tant la communauté juive que cette communauté protestante militante qui, au nom de ce messianisme néo-puritain, milite pour le retour du peuple juif à Jérusalem. Et c'est chez les prêcheurs de cette, je dirais, aile messianique du protestantisme américain que l'on trouve les déclarations les plus fermes en faveur d'Israël, et c'est eux qui, au moment des élections, pèsent de tout leur poids en faveur du candidat qui se déclare le plus favorable à Israël.
C'est ce qui avait notamment joué en faveur de Donald Trump et qui avait conduit à son élection. Très bien. Dernière question rapidement. C'est quoi l'issue de sortie aujourd'hui? Comment on peut arriver à un accord de paix aujourd'hui? Celui qui a la solution a immédiatement le prix Nobel de la paix. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi. Vous savez, c'est une affaire qui s'est jouée je dirais, en 3 grandes étapes. La première étape, ça a été celle d'une coexistence, je dirais, israélo-arabe. Le problème palestinien n'était pas tellement posé. C'est-à-dire, il y avait dans un premier temps, jusqu'à la guerre de 1973 et jusqu'aux accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, il y avait cette idée que Israël était un corps implanté dans le monde arabe et qu'il fallait trouver une solution de coexistence entre Israël et le monde arabe. Et puis, à partir de la fin des années 70, peu à peu, les gouvernements arabes se sont détournés de ce conflit, s'y impliquent beaucoup moins. L'Égypte a signé un traité de paix séparé, puis ça a été le cas de la Jordanie. Peu à peu, les pays de la péninsule arabique se sont distanciés de ce conflit. Le Maroc également, qui a signé les fameux accords dits accords d'Abraham, comme les Émirats arabes unis, comme le Soudan et comme Bahreïn. Et du coup, au fil des temps, on a compris que le vrai problème était un problème non pas israélo-arabe, mais israélo-palestinien. Et spontanément est venue s'imposer l'idée que la question israélo-palestinienne ne pourrait se résoudre que par une solution à 2 États. Un État israélien, un État palestinien, et cet État palestinien construit dans les territoires occupés. Israël n'a jamais très franchement adhéré à ce point de vue, qui était pourtant celui du monde entier, c'est-à-dire autant les États-Unis que l'Europe occidentale, que la Russie, que la Chine, que les pays du Sud plaidaient pour ce dossier. Israël n'était pas contre, mais a toujours accepté du bout des lèvres. D'où l'ambiguïté des accords d'Oslo, dont on ne savait pas véritablement s'ils signifiaient de la part d'Israël une volonté réelle de laisser se construire un État palestinien sur les territoires occupés. Et il s'est passé, et là nous commençons à voir poindre la 3e étape dans laquelle nous nous trouvons, il s'est produit quelque chose d'extraordinairement grave, c'est qu'à mesure qu'on ne parvenait pas à résoudre ce problème, sont apparus ces processus de colonisation. C'est-à-dire ces centaines de milliers de colons juifs qui se sont installés dans Jérusalem-Est, capitale revendiquée par la Palestine, sur le Golan, c'est-à-dire ce territoire conquis sur la Syrie, et puis évidemment en Cisjordanie, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la West Bank, c'est-à-dire la rive occidentale du Jourdain. Aujourd'hui, ces colonisations, qui se font par centaines de milliers, font que la Palestine ressemble à un tissu mité, un tissu troué. On parle d'ailleurs davantage d'un archipel pour montrer que finalement la Palestine, c'est l'addition de petits îlots où survivent des populations palestiniennes séparées par ces fameuses colonies. Donc la question, c'est comment peut-on imaginer une solution à 2 États à partir du moment où le territoire potentiel de l'État palestinien n'existe plus. Ou alors il faudrait accepter que des centaines de milliers de colons juifs abandonnent leur territoire, ce qui est quand même infiniment peu probable. D'autre part, on entend dans le discours israélien, et pas seulement du gouvernement Netanyahou, toute une série de réserves qui posent une très très importante question, qui est un peu au centre depuis déjà une vingtaine d'années des débats internationaux, c'est comment rendre cet État viable. Est-ce qu'un État dont les frontières ne sont pas claires, dont le territoire n'est pas continu, dont les capacités d'accès aux ressources se trouvent limitées, peut être considéré comme un État souverain? Et maintenant, tout le monde s'accorde à considérer que c'est utopique. Et du coup, eh bien, on se demande s'il ne faut pas chercher ailleurs.
et revient sur le tapis l'idée d'un État binational, c'est-à-dire d'un seul État israélo-palestinien, si vous voulez, dans lequel coexisterait une communauté juive et une communauté arabe palestinienne. Le problème, est de savoir si cette solution est désirée, parce que sans volonté des parties, il n'y a pas de contrat social, n'est-ce pas ? Et deuxième question, de savoir si on sera en mesure alors de définir le modèle institutionnel capable de soutenir cette formule. En gros, il faudrait un super-fédéralisme. Un fédéralisme parce qu'il faudrait admettre l'autonomie de ces deux communautés et leur autogestion partielle, mais un super-fédéralisme parce que ça impliquerait des institutions extraordinairement sophistiquées pour faire vivre ensemble des communautés qui ont quand même accumulé des décennies de contentieux. Donc on en est là. C'est dire qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à considérer, en mai 2021, que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Aujourd'hui, on ne connaît pas les solutions. Vous savez, il y a beaucoup de conflits qui existent dans le monde dont on connaît à l'avance le mode de solution. Simplement, on n'a pas les moyens ou on n'a pas la volonté d'y parvenir. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr de connaître la solution de la question palestinienne. Eh bien, c'est sur ces mots-là qu'on va terminer cette interview très très riche. Merci beaucoup Bertrand Badier, professeur émérite à Sciences Po, de nous avoir éclairé sur le conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et on espère qu'elle vous aura permis de comprendre beaucoup plus cette question. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir.